Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans ce journal. Tout de suite, voici les titres. Qu'est-il arrivé à Étienne Manouari, 21 ans, retrouvé mort hier soir près de son domicile de Vaiaré. La section de recherche de la gendarmerie s'est rendue à Moorea aujourd'hui car les circonstances font penser à un homicide. Les détails dans un instant. À la une également, les prévisions saisonnières de Météo France à l'orée de cette nouvelle saison des pluies. On verra en détail le risque de cyclone pour la Polynésie et quel archipel est le plus menacé. C'est une pratique prohibée et pourtant pratiquée ouvertement. 2 ans après l'interdiction totale du shark feeding, certains clubs s'affranchissent encore de la loi. Avec quel risque, vous entendrez l'avis des autres usagers de la mer. Notre journal sera aussi largement consacré à la Havaikinui Va'a. Le top départ de la première étape, Huahine Rayatea, sera donné demain matin à 7h30. On dit Shell Va'a imbattable cette année. Qu'en pensent les autres clubs? On verra cela avec Tawarili dans notre page spéciale en direct depuis Faré. A tout de suite, Tawari. Nous verrons enfin que la Havaikinui, c'est du sport, mais aussi toute une économie parallèle. À Huahine, les maraîchers font partie de ceux qui profitent le plus de cette manne providentielle. Et on ouvre donc ce journal avec ce fait divers qui plonge Moorea dans la stupeur. Un jeune homme de 21 ans a été retrouvé mort devant la porte du domicile familial de Vaiaré hier soir. Il aurait reçu des coups sur la nuque. La section de recherche de la gendarmerie s'est rendue sur place aujourd'hui. Le reportage de notre correspondante Noharua Ruarua. C'est ici, dans ce quartier familial de Vaiaré, que le corps sans vie d'Étienne a été retrouvé. Le jeune homme aurait tenté de rejoindre la maison de sa tante en rampant. D'autres membres de la famille disent avoir entendu 2 grands bruits avant de découvrir la victime, allongée devant la porte. On était de l'autre côté chez le neveu, en train de rigoler. Après, il a dit à mes tontons, il rentre à la maison. Il a laissé bénir pour son café. Il a mangé son fromage. Après, quand il est rentré, on a entendu 2 fois coups. 2 grands coups. 2 grands coups. Puis la belle cousine m'a dit, je ne crois pas sur le terreau. J'ai dit, si, pas. Après, elle a dit, la cousine va aller voir. Quand elle est partie à la maison, je savais que c'était Étienne. Étienne revenait de chez son oncle sur ce vélo, hier soir vers 20h, à peine 50 mètres de chez lui. Selon les premiers témoignages, il aurait reçu des coups au niveau du visage et de la nuque. Étienne venait d'avoir son bac et il avait rendez-vous pour son test d'admission au régiment du service militaire adapté. Il est bien allé le côté. J'ai vu le cousin, j'ai vu le neveu à mon mari. C'est tout le temps eux deux. Sinon, il va au côté à matin avec son collègue. Le jeune homme était réputé sérieux et sans histoire. Une enquête a été ouverte. L'autopsie nous dira si la piste criminelle est privilégiée ou non. Des images commentées par Natasha Silagi. L'autopsie sera pratiquée ce soir à Tahiti. Quel risque de cyclone pour la saison chaude à venir? Météo France a levé un peu le suspense cet après-midi. Selon ses prévisions, il n'est que de 30%, mais tous les archipels ne sont pas logés à la même enseigne. Explication Brigitte Olivier, Mirko Vandefo. La météo n'est pas toujours une science exacte, mais les prévisions s'affinent en fonction de paramètres de plus en plus pointus. Alors à première vue, 2020 n'est pas une année à risque en termes cycloniques pour les îles les plus peuplées, mais certains archipels sont quand même menacés. La prochaine saison chaude, elle est surtout à surveiller pour les Australes, puisqu'on a mis un risque d'avoir une dépression nommée sur les Australes avec un risque élevé. Après, la deuxième zone qui est peut-être à regarder quand même, et auquel il faut faire attention, c'est quand même les Tuamotu, puisqu'on a mis un risque modéré d'avoir un phénomène nommé sur les Tuamotu. Les conclusions de la spécialiste ont été délivrées cet après-midi au commissariat devant tous les responsables de la protection civile. La saison chaude sera donc normale à 70%. Les 30% restants concernant les 2 archipels cités par la climatologue pour des phénomènes météo nommés, c'est-à-dire des dépressions tropicales qui deviennent des cyclones. Pour les pluies, c'est plus compliqué. Celles qui ont provoqué tant de dégâts en 2017 n'avaient pas été prévues du tout. Et rien ne dit que le ciel ne nous tombera pas sur la tête comme ce fut le cas il y a 2 ans à peine.
C'est complètement chamboulé. Par exemple, la dernière saison, on a eu sur les 6 mois, on a eu deux mois qui étaient très pluvieux sur les australes et ça a donné des dégâts importants et les 4 autres mois étaient secs. Alors je pense que c'est vraiment aujourd'hui à surveiller les pluies extrêmes, à surveiller le comportement de ces pluies et de quelle manière ils sont distribués au cours de la saison. Et si vous vous faites du souci, la météo publie un bulletin tous les mardis sur son site, accessible à tous jusqu'au 30 avril, date estimée de la fin de la saison chaude. Et en attendant, la saison sèche, elle, joue les prolongations des semaines que la pluie boude la Polynésie et ça commence à avoir des conséquences. Certaines communes comme Fa'a'a et Mahina procèdent à des restrictions d'eau. Quant aux pompiers, ils sont en alerte, comme l'ont constaté Stéphane Ratino et Heidi Yenko. Une image qui dit la fragilité de la situation. Un feu non maîtrisé suite à un élagage et 500 mètres carrés de terrain partent en fumée. C'était hier à Punaouia. Bref, la moindre inattention équivaut à jeter une boîte d'allumettes sur un terrain si sec que l'embrasement est assuré. La vigilance est d'abord civique, les bonnes pratiques sont nécessaires. Il y a un arrêté qui est déjà sorti, donc interdiction de brûler des tas sans autorisation de l'allumer. Et là, en période de sécheresse, donc là, c'est vraiment la vigilance, vigilance de ne pas brûler, donc de faire attention. On a des secteurs quand même qui sont assez secs, au niveau de Green Valley, par exemple, et on a beaucoup de pinus. Et même là en face, c'est les hauteurs de Punaouia. Les images du récent incendie à Paia ont marqué l'actualité locale. Actuellement, le moment hydrique est encore plus critique. Seulement 20 mm tombés en 2 mois dans l'agglomération. Les pompiers sont sur leur garde. À Punaouia, 6 sapeurs sont en activité jour et nuit. La sécurité civile a mis en place un protocole d'action pour réagir très vite en cas de feu. Les pompiers ont pour consigne de doubler les départs feu pour feu de brousse avec 2 engins, de se mettre en relation immédiate avec l'officier de permanence de la protection civile, notamment pour pouvoir, en lien avec les forces armées, engager un hélicoptère dauphin en appui bombardier d'eau. Ce qui veut dire qu'en cas de problème, il faut agir vite pour étouffer tout ça. Il ne faut pas perdre de temps et le mieux, c'est d'agir en prudence, comme je vous l'ai dit. On n'allume pas n'importe quand, pas n'importe où et on prévoit d'avoir des moyens d'extinction à portée de main. La pluie est une éventualité pour cette fin de semaine. Elle ne suffira pas cependant à effacer le déficit en eau. Un coup de gueule à présent, celui du président de la fédération, Teora Naho. Le shark feeding est interdit ailleurs. Ce n'est pas normal que l'on continue de l'accepter ici. Dans les faits, la pratique est illégale depuis 2 ans, mais elle est encore courante, car le shark feeding fait plaisir aux touristes et les prestataires ont du mal à y renoncer. David Coinon. Il y en a plein la toile. Des vidéos qui montrent des requins-tigres au citron, à Tahiti ou dans d'autres îles. Ces animaux qui souvent ne sont pas là par hasard. Certains clubs y pratiqueraient le shark feeding en toute illégalité pour les attirer. Une situation qui inquiète en surface d'autres usagers de l'océan, car cette pratique serait récurrente. Je ne suis pas champion du feeding, mais... Manu est moniteur de voile. C'est à Arouet qu'il a récemment pris cette photo. Un bateau de plongée rempli de carcasses de poissons qu'on a vu mouiller juste de l'autre côté du récif. Pas besoin de faire un dessin. Ce qui m'embête, c'est que nous sommes dans la commune d'Arouet. Il y a beaucoup d'enfants qui pratiquent la voile, de la pirogue, voire même de la plongée tout court, mais surtout voile et pirogue. Et puis qu'on recense de plus en plus de requins qu'on ne voyait peut-être pas avant. Le shark feeding habitue les requins à venir toujours au même endroit et contribue à les rapprocher du bord. Un constat partagé par les pêcheurs. Le long du récif, il y a toujours des requins. Il y a toujours eu des requins et il y en a toujours. Bon, maintenant, s'il y a le shark feeding, ça attire plus, c'est sûr. Ils vont plus se concentrer en un lieu, comme on les parle. Pourtant, la loi est très claire. Depuis le 5 octobre 2017, cette pratique est totalement interdite en Polynésie. Les contrevenants risquent même jusqu'à 1 million de francs d'amende et 3 mois de prison, mais visiblement, l'appât du gain reste plus fort. La fédération a toujours été fondamentalement contre le shark feeding. On estime que ce sont des bêtes sauvages qui sont à l'extérieur des lagons et même à l'intérieur, et que les nourrir induit forcément des comportements qui ne sont pas normaux. C'est interdit ailleurs et ce n'est pas normal. On continue à accepter ce genre de pratique ici. La grande majorité des clubs de plongée respectent sans doute cette interdiction. Reste à savoir comment faire appliquer la loi sur cette pratique qui échappe au regard.
Et si les attaques de requins sont rarissimes en Polynésie, elles sont beaucoup plus fréquentes en Australie. Dans l'État de Queensland, près de la Grande Barrière de Corail, 2 touristes britanniques ont été grièvement blessés par un requin aujourd'hui. Ils ont été évacués par hélicoptère. L'une des victimes, âgée de 28 ans, a eu le pied arraché pendant une séance de snorkeling, tandis que l'autre, âgé de 22 ans, souffre de lacérations graves au mollet. Il y a eu au moins 4 attaques de requins, dont une mortelle à cet endroit en un an à peine. Plié en 1h30, le débat d'orientation budgétaire n'aura pas duré bien longtemps ce matin. Le gouvernement a maintenant jusqu'au 15 novembre pour rendre son projet de budget 2020. L'enveloppe sera d'environ 160 milliards, dont 120 seront consacrés au fonctionnement et le reste aux investissements. L'Assemblée, comme vous pouvez le constater sur ces images, était assez clairsemée. Avis aux passionnés des marquises, le Fénois Enata s'offre une plateforme numérique pour promouvoir sa culture. L'œuvre de 2 passionnés qui y ont consacré plusieurs mois de travail. Pascal Erel Atoukou, originaire de Wapau, et Kohu Barsinas, originaire de Hivaoa. Leur site internet sera lancé en novembre prochain. Écoutez. C'est devenu une mission pour nous. Et donc on rencontre plusieurs acteurs de l'île, des hébergements, des activités, des prestataires de location, mais aussi des artisans, des tatoueurs. En tout cas, on est très content d'être ici sur Nukuheva. Il nous restera l'île de Oahuka. Et grâce à cette plateforme, on va pouvoir donner accès à l'information sur notre culture, sur la partie historique, mais aussi sur la partie scientifique de notre archipel. Et on part sans attendre aux îles sous le vent pour l'événement sportif de l'année, la 28e Hawaii Nui Va'a. Tout de suite, notre page spéciale. 7h30, les vétérans, 7h40, les seniors. Demain matin sera donc donné le top départ de la course à Huahine, direction Rayatea. On va retrouver tout de suite Tawarili sur place. Tawari, vous venez d'assister à la cérémonie d'ouverture. Alors, levez le suspense. Combien de clubs seront sur la ligne de départ demain ? Bonsoir Florence, 83 équipages prendront le départ demain matin ici même à Huahine. Dans le détail, 60 équipes en senior hommes et 23 chez les vétérans. Ce soir, Polynésie Première est au cœur d'UVA. Regardez, nous sommes actuellement dans le parc où sont entreposés les 83 bolides. Le cru 2019 s'annonce exceptionnel. Les rameurs que nous avons rencontrés aujourd'hui sont affûtés. Ils sont au pic de leur forme. Ici, chacun y va de son pronostic. Bien sûr, un nom est sur toutes les lèvres, celui de Shelva, le grandissime favori. Mais attention, plusieurs outsiders sont en embuscade. Je veux parler ici de EDTVA, Team OPT, Air Tahiti, Tamari CPS ou encore Paddling Connection. Les Hawaïens de Kalahuikai sont également dans la place. Rappelez-vous, cette équipe hawaïenne était très bien placée il y a 3 semaines lors de la Molokai Hoe, deuxième derrière Shelva avant un chavirage malheureux le long des côtes de Oahu. Les clubs des îles se sont également bien préparés pour cette Hawaii Nui Va'a 2019. Team Huahine, Mat Eriahoe, Manhiva ou encore les équipages de Bora Bora, ces équipes vont viser le top 5 et plus si affinités. Cette nuit, les rameurs vont se retrancher dans leur puhapa, entendez par là leur base arrière. Les capitaines vont prendre la parole, ils vont beaucoup parler. Ce sera donc leur dernière consigne avant le grand jour. Déjà dans la tête des rameurs et dans leur état d'esprit, la course a déjà commencé. Demain, Hawaii Nui Va'a va donc prendre son départ, son envol, ici même à Huahine, direction Rayatea, pour une distance de 44 km 500. Une course, l'événement sportif à suivre sur nos 3 antennes, en télé, en radio et sur le web, que le meilleur gagne. Merci Tawari, on a hâte de suivre la course avec vous et avec bien sûr toutes les équipes de Polynésie Première qui sont mobilisées. Et à la veille du départ, c'est l'effervescence des grands jours à Whare. La Hawaii Nui a pris de l'ampleur et c'est à côté aussi. L'événement est devenu une manne pour beaucoup, les maraîchers notamment. Le reportage sur place d'Ignacio Ravaino. Ce n'est pas une histoire de gros sous, mais ce n'est pas non plus négligeable, car économiquement parlant, Huahine est l'île qui bénéficie le plus des retombées qu'entraîne l'Hawaii Nui Va'a. Les visiteurs y restent en moyenne 5 jours. Daniel ne s'en plaint pas.
Ça vaut le coup pour moi de travailler, mais pour un patron, ça ne vaut pas la peine. Là, je cultive, je vends, je mange. Pêcher, vendre et manger, c'est mon truc. Les maraîchers rivalisent d'ingéniosité pour mettre en valeur leurs produits. Cette commerçante a décidé de présenter ses fruits dans des paniers en feuilles de cocotier. La cible, les touristes en quête d'un peu d'authenticité. Les Tahitiens, ils ne consomment pas trop notre produit. Hein? Mais les locaux ont leurs habitudes sur la voie principale de Faré, ainsi que leurs commerçants attitrés. Tous les jours, on vend à manger, le maïs local, du taro, du taroa, la patate douce, le manioc. C'est comme ça tous les jours, et pas seulement aujourd'hui. Des maraîchers qui contribuent à leur manière à la réussite de la plus grande course d'œufs au monde, une symbiose économique, sportive et festive. L'île de Huahine qui aura cette année sa propre équipe à la Hawaii-Kinui. Des nouveaux venus ambitieux puisqu'après quelques mois d'existence à peine, Team Huahine vise le top 10 au classement général. Il faut dire que l'équipe compte dans ses rangs l'un des plus grands champions de la discipline. Le reportage de Tawarili, Sandroli et Patrick Tsing. Un retour aux sources pour Kevin Serran-Jérusalemi, une nouvelle aventure pour celui qui a trusté les plus beaux trophées locaux et internationaux. Riche d'une expérience acquise auprès des grands clubs de Tahiti, Shelva et EDT, Kevin est revenu sur son île pour partager son savoir-faire. C'est une team d'abord qui a été mise en place par nous-mêmes, hein, histoire de ramer ensemble, on vient un par là. Hein, et après, c'est dû au soutien aussi de la commune, hein, de notre Tavana, qui nous a beaucoup aidé, qui nous a beaucoup soutenu pour participer cette année au Hawaii-Kinui, hein, pour essayer de remonter aussi le niveau et le sport ici à Huahine en général. Hein. Team Huahine n'en est qu'à ses premiers balbutiements. Parmi les rameurs, 3 d'entre eux n'ont que 9 mois de pratique, une jeunesse précoce qui rêve de voir les choses en grand. On a commencé ensemble cette année avec Kevin, puis on s'est dit on restera avec lui jusqu'à la fin. Hein. Mais malgré les copains sont sortis un peu, voilà. Et sur la pilote, tu occupes quelle place? Je suis capitaine de cette équipe, en 3e. Jimmy et ses camarades n'ont pas lésiné sur les moyens pour mettre toutes les chances de leur côté. L'équipage embarquera sur Tepua, une pirogue, nous dit-on, facile à manœuvrer, qui s'adapte à toutes les conditions de houle et qui pourrait bien faire des jaloux sur le plan d'eau. Mais en fait, c'est une ancienne nouvelle pirogue. C'est une pirogue que c'est la première fois qu'un club rame avec. C'est une pirogue qui a été fabriquée par le grand constructeur de OA qu'on voit partout sur l'eau, Raymond Attack. Ça, c'est un nouveau modèle. C'est un modèle qui a été fait de base sur une ancienne pirogue, j'ai entendu hier, de Imoanui. Hein. La pirogue qui marchait carrément à l'époque avec matériel aussi. Hein. Présage ou nostalgie, la pirogue au numéro 700 suivra demain sa bonne étoile, portée par le mana des Tupuna. Allez, on continue à s'intéresser aux équipes des îles, mais des Tuamotu cette fois. Coup de projecteur maintenant sur le petit club qui monte, Manihiva'a. Ces rameurs enchaînent des résultats impressionnants et ça attise forcément l'intérêt des formations professionnelles. Nicolas Suir, Mirko Vanfo. 6e à Molokai pour sa première participation. Manihiva'a se paye également le luxe d'y être le 3e meilleur équipage polynésien. Des résultats attendus par les rameurs des Tuamotu. En général, on finissait entre la 4e et la 6e position durant les courses, les plus grandes courses qu'il y a eu cette année. Bon, après, c'était une aventure pour nous parce que la Molokai, tout le monde en parle, mais une fois que tu y es, il y a beaucoup de surprises. Donc, c'est vraiment pas le même plan d'eau et donc c'était une belle découverte. Pas de repos pour les braves, même après une telle course, car il est rare que cette équipe se réunisse au grand complet. Alors, depuis son retour et en attendant Hawaii-Kinui, les rameurs se voient tous les jours sur l'eau. On s'entraîne plutôt chacun de son côté. C'est qu'on est un peu séparés. Ah oui, il y en a qui sont à Tahiti, c'est ça? Et voilà, c'est à Mani et puis quelqu'un à Montréal. C'est un peu dur de rassembler.
Pour autant, Manihivaa est dans le top 10 à chacune de ses participations. Alors, les propositions affluent. Des champions veulent intégrer le club et certains équipiers sont démarchés. Il y a eu quelques propositions, mais on va dire rien de définitif. Donc moi, comme j'ai dit, l'objectif c'est que ces jeunes puissent intégrer un club et avoir un travail, de vivre de leur passion. Je suis prêt à les laisser partir, mais que les choses soient bien faites, qu'ils ne quittent pas le club et se retrouvent après mis à l'écart. Le barreur a intégré un grand club durant 4 ans. Mais il a préféré renoncer à cette place ainsi qu'à un CDI à cause de l'ambiance trop compétitive entre les équipiers. J'ai déjà été recruté dans une équipe, mais c'est plutôt porter d'autres couleurs, porter Lille. Comme je suis de Mani aussi, ma famille est de Mani. Après, je suis resté un moment là-bas. De là, je suis resté. Je rentre pour Mani maintenant. Moyava préfère l'ambiance détendue de son atoll natal, ce qui n'empêche pas les bons résultats. D'ailleurs, pour Hawaii Kinui, Manihivaa vise le top 5. Et c'est à Raiatea qu'arriveront les rameurs demain à l'issue de cette première étape de 44,5 km. L'île se prépare donc aussi à l'événement. À Uturoa, une certaine effervescence règne déjà. La zone d'arrivée a été nettoyée. Les salles paroissiales et les écoles se préparent à accueillir les rameurs pour la nuit. Vous avez vu également les piles de matelas qui les attendent. Des images signées de notre correspondant Julien Vesco. Et la compétition sera bien sûr à suivre en direct, en télé, en radio et sur le site internet de Polynésie La Première à partir de 7h demain matin avant, rappelons-le, un top départ donné à 7h30. Soyez au rendez-vous. Sport toujours, il n'y a pas que le VAA dans la ville, il y a aussi le foot. Le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France a eu lieu aujourd'hui au siège de la Fédération française de football. Verdict, l'AS Vénus rencontrera le Racing Besançon le week-end des 16 et 17 novembre. Ce club fondé en 1904 évolue en National 3. Avant de se quitter, un rappel de l'information principale de ce journal. Ce probable homicide à Moorea, une autopsie va être pratiquée ce soir sur le corps d'Étienne Manouari, 21 ans, retrouvé mort hier soir devant le domicile familial de Vaiare avec des traces de coups sur la nuque. La gendarmerie a ouvert une enquête. À la une de votre quotidien demain, la dépêche, mort suspecte d'un jeune homme à Vaiare. C'est justement ce possible homicide sur lequel reviennent nos confrères. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur La Première. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.